Les taxes, c'était pour qui? Les taxes, c'était pour les Français. Les véhicules français qui passaient dans son endroit. Les taxes, c'était contre les États-Unis, les forces européennes et tout. Il faut penser que ces personnes n'ont pas demandé à migrer, n'ont pas demandé à être déplacées. Non. Elles sont obligées de le faire. Essayons de les accompagner de notre mieux. Elle nous semble pourtant lointaine et pourtant elle est bien d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre et de ses conséquences. Pour ce deuxième numéro, la problématique retenue est la guerre et ses conséquences. Avant toute chose, on peut se demander, la guerre, qu'est-ce que c'est? Pour le savoir, nous sommes partis à la rencontre des Mâconnais pour leur demander ce qu'ils en pensent. J'aimerais bien qu'on s'intéresse aussi à toutes les autres guerres dans le monde, que ce soit régime chinois, Yémen et compagnie, voilà, parce qu'il n'y a pas que la guerre en Ukraine. Rien d'agréable, rien d'utile, la violence, la mort, c'est tout ce que j'ai connu. La déportation pour mon père, les bombes dans la maison. Alors, le premier mot c'était Ukraine en ce moment, mais aussi réfugiés. Des gens qui quittent leur pays, qui n'ont pas le choix de quitter leur pays en fait. Je conseille à tout le monde de ne pas faire la guerre parce que la guerre c'est pas une bonne chose. La guerre c'est pas bon du tout. Le mot guerre me fait penser au mouvement de population qui fuit en fait les combats. La peur quoi, de tout ce qui peut s'en suivre sur les conséquences mondiales. Il y a des gens qui se battent mais les personnes qui sont les habitants, ils peuvent avoir des conséquences alors qu'eux, ils n'ont rien demandé. Nous précisons que le mot « guerre » est à prendre dans son sens d'origine, vera, du vieux francique qui signifie trouble, désordre, querelle. La guerre se définit comme un état de conflit armé entre plusieurs groupes politiques constitués, comme des États ou des factions de population. La guerre est souvent une façon de ressouder une communauté contre un ennemi commun, de justifier le respect d'une forte discipline, voire d'acquérir ou conserver un pouvoir charismatique. Ces raisons rendent la guerre fréquente dans les dictatures et les États où les hommes subissent des évolutions politiques, économiques ou techniques brutales. Il arrive cependant, bien que ce soit plus rare, que des démocraties fassent la guerre entre elles aussi. La France est la 7e puissance militaire du monde. Son armée compte 200 000 soldats pour 35 000 réservistes. En 2022, son budget de la défense est de 40,9 milliards de dollars, soit environ 36,6 milliards d'euros. La France dispose officiellement de l'arme nucléaire avec 290 ogives nucléaires selon le CIPRI, Stockholm International Peace Research Institute. On peut comparer sa position à celle des principales puissances militaires du monde. La France possède un vaste passé militaire et suite à la Seconde Guerre mondiale, elle a continué à mener des actions militaires. Depuis 2002, elle engage régulièrement des actions militaires extérieures que l'on nomme OPEX. Sur impulsion de l'ONU ou par sa volonté propre, la France s'est impliquée dans de nombreux pays, comme le Tchad, le Kosovo ou encore l'Afghanistan. La guerre d'Afghanistan oppose à partir d'octobre 2001 les États-Unis avec la contribution militaire de l'Alliance du Nord au régime taliban. Cette guerre s'inscrit dans la guerre contre le terrorisme, déclarée par l'administration Bush à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Mais alors que le conflit s'éternise, François Hollande accélère le retrait des forces françaises en Afghanistan amorcé par Nicolas Sarkozy. Les derniers soldats français quittent le sol afghan fin 2014. Le premier portrait de ce grand format est celui d'un réfugié afghan. Nous préservons son anonymat et nous le remercions de la confiance qu'il nous a accordée pour nous raconter son histoire. Réfugié depuis 2016 dans la région mâconnaise, nous sommes allés à la rencontre d'un père de famille qui nous raconte son parcours et son arrivée en France. Quand je rentrais à Kaboul, Kaboul était déjà détruit. Il était, au période des talibans, ils interdisent des musiques, il n'y avait pas de télé, il n'y a pas de photographie. Le cinéma, ils ont tout bombé, détruit. Je n'étais pas de choix que changer mon domaine de travail. Et les interprètes, c'était un seulement travail qui était payé mieux. J'ai travaillé très longtemps avec les troupes militaires. Les missions, c'était qu'on protège les autres. Pour nous, c'était aucune différence ce qui est afghan et que ce qui est européen ou quelqu'un des États-Unis, quelqu'un australien, africain. C'est les militaires nous quittaient, j'ai plus de travail.
Et avec un CV, une expérience de 11 ans de travail avec les militaires, en Afghanistan, tu ne peux pas facilement trouver notre travail. On était obligé pour changer notre CV. Pendant 12 ans, je restais à Kaboul. Je vivais comme normale personne avec 2-5 $ par jour. Et en 2013, j'étais embauché par force militaire États-Unis. On a toujours posé un dossier pour quitter le pays depuis 2011. Voilà, moi j'avais des chances parce que mon pays des rêves c'était France toujours, et les Français ils ont répondu à notre dossier. Il a dit oui et il m'a donné rendez-vous pour passer à l'ambassade. Et là j'avais des chances pour quitter l'Afghanistan pour toujours. Les armées françaises, on a aussi perdu les interprètes afghans dans le conflit avec les talibans. Il y a des centaines de Français qui étaient morts. Il y a aussi des Afghans qui sont morts aussi à côté. On n'était pas d'armes, on n'était pas très militaire, parce que chaque militaire il passait une période dans son école de militaire et devenir un soldat. On n'était pas soldat. On était toujours dans le même véhicule à côté les Français. On mangeait les mêmes choses, on buvait les mêmes choses, on vivrait dans la même chambre. On était dans le même véhicule, toujours à côté un des autres. Quand il était guerre, on était morts tous les deux. Si la mine explodait, il nous tuait tous les deux. Les talibans, ils tiraient, ils nous tiraient tous les deux. Il n'était aucune différence entre les talibans et les Français ou les Afghans. Tout. Aujourd'hui, les talibans ont considéré les Afghans interprètes comme les espions. Il a dit, si vous êtes prêts, vous tuez. Et puis, en arrivant ici, il y était quelques jours, pas très loin, peut-être 3-4 jours après, c'était des pluies. Les pluies, dans la nuit, il était un bruit. Le tonnerre. Voilà, le tonnerre. Et les enfants, ils étaient tout peur. Ils pensaient qu'on est encore en Afghanistan. Parce qu'en Afghanistan, il y a des matins, il y a des soirs, il y a des minuit, et partout dans la journée, tu entends une explosion. Il y a centaines qui sont morts, centaines qui sont blessés. Et là, les enfants ont aussi peur que peut-être il y a une explosion, peut-être... Pour 1 an, 2 ans, on était toujours les peurs qu'on est... même on est installé bien en France. Mais les enfants, ils avaient toujours les peurs, peut-être il y a une guerre, il y a un conflit déjà. Parce que moi, j'avais aussi dans le militaire pendant des années, j'avais toujours... si je n'ai pas vu, j'ai attendu, j'étais en communication, j'étais mon travail. Il y a des explosions, il y a des morts. Parfois, on était parti dans l'endroit qui était d'accident et il y a des morts partout. Il y a des pièces des gens, il y a des sangs partout. Les gens qui n'étaient pas dans la guerre, les civils, les femmes, les enfants, les vieux qui étaient dans la rue, travaillaient. J'ai pris les photos des quotidiens quand j'étais en Afghanistan. Tu vois, les gens qui travaillent dans la rue normale pour les gagner un petit peu des 1 euro, 2 € par jour. Mais là, il y a une explosion qui passe d'hommes. Les taxes étaient pour qui? Les taxes étaient pour les Français. Les véhicules français qui passaient dans son endroit. Les taxes étaient contre les États-Unis, les forces européennes et tout. Quand il est passé à l'endroit, centaines qui sont morts à côté. Et c'est ça c'est la image, même pour les grands, pour les adultes, c'est difficile. On voit aussi que pour les enfants, c'est difficile. Parce qu'après, les journaux qui passent, la télé qui est toujours... les attentats à cet endroit, il était mort combien, il était tué combien. Il y a des footages que les enfants regardent aussi. En Afghanistan, il n'y a pas de limitage et tout. Voilà, c'était difficile pour nous, pour intégrer. Mais on a réussi aujourd'hui, petit à petit, on a changé la vie parce que les enfants ils grandissent maintenant, ils sont loin de ce mauvais journal et tout.
Mais malheureusement, il y a des Afghans toujours en Afghanistan qui sont dans cette situation toujours, jusqu'à aujourd'hui. On vient de le voir, un témoignage poignant d'un réfugié afghan donc, qui est sur le sol mâconnais depuis 2016. Aujourd'hui, je reçois donc Nora Mouche, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc moi je suis chef de service au sein de l'association Le Pont à Mâcon, une association qui œuvre depuis une quarantaine d'années pour la lutte contre la pauvreté et les exclusions. J'ai travaillé avec un public de demandeurs d'asile pendant une dizaine d'années. Je dirais que je ne sais pas si c'est une vocation, le travail social, mais surtout une envie d'aider l'autre, tout simplement. Une envie d'apporter un soutien. On sait que notre accompagnement est éphémère, que dans la vie des personnes, il dure très peu de temps, mais on essaie de donner le maximum pour les aider à se relever et à continuer d'avancer. C'est une chance, j'imagine, vous devez le voir en fonction des personnes que vous accueillez. La France est un pays qui est pas en guerre sur son territoire, qui mène des opérations extérieures. Comment justement ce public que vous voyez tous les jours arrive, est-ce qu'ils sont, j'imagine, déjà perdus, mais est-ce que du coup il y a une cellule psychologique avant en fait d'arriver? Comment ça se passe? C'est quoi la procédure? Je dirais déjà la différence entre les personnes que moi j'ai accompagnées et le reportage qu'on vient de voir, c'est que c'est une personne, si j'ai bien compris, qui a été réinstallée, c'est-à-dire qu'il a obtenu une protection avant d'arriver en France. Donc c'est encore pas le même parcours que tous ces migrants qui ont un parcours de migration qui est long, qui est terrible, qui est souvent difficile, violent, enfin voilà. Avant d'arriver en France, ensuite il y a une installation dans des dispositifs dédiés d'hébergement qui est aussi pas simple, jusqu'à ce qu'ils obtiennent une protection de réfugiés ou protection subsidiaire. Donc là, c'est pas tout à fait le même. C'est pas tout à fait le même profil, voilà. Ouais. Pour rappel, justement, donc la guerre en Afghanistan, c'est un conflit donc du coup qui a toujours été constant, je dirais, sur ce territoire-là, parce que du coup, c'était une zone de passage en Asie, entre l'Europe et l'Asie. Ils ont été occupés par l'URSS. Ensuite, on a les talibans encore actuellement qui ont repris le pays, donc c'était par rapport à ça. Là, on a une espèce d'impasse parce que ce réfugié a collaboré pour libérer son pays natal. Il a été obligé parce qu'il était pas pestiféré, mais en tout cas rejeté par justement la population parce qu'il a collaboré. Ça, c'est pas forcément un profil qu'on a l'habitude de voir à l'association Le Pont, justement. Bien sûr, oui. Ouais. Il y a des services dédiés à l'accompagnement des personnes qui sont en demande d'asile ou qui ont obtenu une protection de la France, mais il y a des familles avec enfants, il y a des femmes seules avec enfants qui viennent d'Afghanistan. Ça, il y a quelques années, c'était moins commun. Il y avait principalement des hommes seuls qui arrivaient à faire le trajet justement d'Afghanistan jusqu'en France. Mais maintenant, il y a plus de familles avec des enfants, de très petits enfants d'ailleurs. Comment vous touchez ces populations-là, qu'elles soient précaires, que ce soit des réfugiés, peu importe leur profil? Il y a un dossier à remplir, elles sont orientées par une assistante sociale. Comment elles arrivent jusqu'à vous? Alors moi, je vais vous parler de l'accueil de jour, dont j'ai la responsabilité aussi. C'est un accueil inconditionnel. Donc, c'est-à-dire qu'on accueille des personnes qui sont sans domicile ou qui ont une situation, je dirais, ponctuelle, qui nécessite un accompagnement. Donc nous, on les accueille et ensuite on les réoriente vers les services qui leur permettraient d'accéder à leurs droits ou qui répondraient au mieux à leurs besoins. Et là, du coup, il reste un certain nombre de semaines, de mois dans la structure. Il n'y a pas de... Donc, si vous voulez, sur l'accueil de jour, on accueille ces personnes pour une durée plus ou moins longue, et puis on est face à un public souvent qui est mouvant, qui bouge d'une ville à l'autre. Donc, ils peuvent rester quelques semaines, quelques mois, repartir, revenir un an après, et on va recommencer une prise en charge. On n'a pas de
pas de durée maximum, quoi. Et du coup, au niveau du secteur, de la région et même de la ville de Mâcon, vous sentez une implication? Est-ce que vous sentez justement que tous les moyens sont mis en œuvre justement sur les différentes clauses? Ça peut être climatique aussi, hein, pas seulement la guerre ou la précarité sociale. Vous le sentez, le soutien justement? Moi, je pense qu'on est très bien doté à Mâcon et en Saône-et-Loire d'une manière générale. On est très bien doté, on a un dispositif de veille sociale qui est bien développé. On a le SIAO, le 115, l'accueil de jour, le SAMU social. On a aussi toutes les associations caritatives qui gravitent autour du public qu'on accompagne. C'est-à-dire que si nous on arrive au terme d'une prise en charge qu'on ne peut pas aller au-delà, on peut aussi interpeller des associations caritatives qui prennent le relais. Je pense que de ce côté-là... un partenariat, vous êtes épaulé en tout cas. C'est ça, c'est ça. Notre difficulté, c'est de travailler ensemble justement, d'arriver à préserver, à développer le partenariat, le travail collaboratif et surtout à le maintenir, quoi. On est très bien dotés, notre difficulté, c'est de travailler ensemble, c'est de réussir à se coordonner. D'accord. Voilà. Surtout qu'il y a des humains en fait face à vous. C'est ça. Donc souvent, j'imagine que ça doit être des situations qui sont urgentes. On se rend vite compte qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent en fait avec les mêmes personnes et qui ne sont pas forcément en lien. Donc notre travail à tous en tant qu'acteurs de terrain, c'est de veiller à ce qu'on travaille ensemble, quoi. Bon, très bien. On voit justement ici, sur le portrait de l'association Le Pont, que des administrations, des associations viennent en aide à des réfugiés ou des migrants. Et c'est le moment de lancer notre deuxième sujet qui présentera les initiatives de la commune de Tramail. Le deuxième sujet présente les actions d'un territoire. Tramail et ses environs se mobilisent. Tramail est une commune de 1000 habitants, située dans le Clunisois. Son maire est Michel Maillat, mandataire depuis 1995. Il s'est engagé avec son administration sur plusieurs projets et s'investit pleinement dans sa commune. Il a fédéré les habitants autour de l'accueil des réfugiés. Tramail est une petite commune rurale que vous allez retrouver dans le sud de la Bourgogne, qui a la particularité quand même de présenter tous les commerces et services. On a essayé au niveau de la commune d'avancer sur certaines thématiques, en particulier environnementales, mais ça concerne aussi le social pour bien des sujets, dont par exemple des accueils de réfugiés. Si je fais un petit peu l'historique de l'opération accueil de réfugiés sur la commune de Tramail, eh bien ça a commencé en 2015, à une époque où les médias s'accaparaient du dossier d'accueil. On voyait beaucoup de réfugiés qui, hélas, mouraient sur des trajets. Pour tout dire, on a même monté un collectif avant même d'avoir les premiers réfugiés arrivés. Alors si on refait véritablement l'historique, nous avons eu en 2016 cette arrivée tout d'abord d'une famille afghane, donc les parents, 3 enfants, qui ont été accueillis au mois de juillet, et puis tout de suite après, au mois d'août, une famille syrienne, les parents, 4 enfants. Progressivement, je dirais, ils se sont fondus dans la masse de façon assez naturelle. Et là est arrivée l'Ukraine. Alors quand je dis l'Ukraine, je dirais plutôt Poutine. Et donc on s'est retrouvé à nouveau confronté à ce problème. Que faisons-nous? Est-ce qu'on se contente de faire des chèques, d'envoyer des vêtements, ou est-ce qu'on est un peu plus proactif? Alors proactif, ça veut dire on se met sur une liste au niveau de l'État pour attendre que l'État nous attribue des personnes qui sont arrivées dans des camps quelque part. Donc ça, c'est une première formule. Ou alors, et ça a été la formule retenue avec le Clunisois qui l'a initiée, cette formule, on se prend par la main et on va chercher à la frontière ukrainienne. Et donc, on a pu profiter de ce voyage pour effectivement avoir des personnes de la commune qui ont fait le trajet, qui sont revenues avec des Ukrainiennes. On a au final hébergé quelques Ukrainiennes sur notre commune. Là où c'est intéressant, c'est de constater que la première arrivée, on avait une mère, enfin une femme, plus une mère et 2 enfants, donc 4 personnes. Ces 4 personnes ont dû, je pense, bien apprécier Tramail, puisqu'elles ont décidé de
de faire un petit peu la publicité de travail auprès d'autres personnes restées en Pologne, en Ukraine, etc. Et donc maintenant, on voit arriver de nouvelles vagues. Je sais que l'un des gros sujets au début de l'accueil de personnes nouvelles sur la commune était, premièrement, est-ce qu'ils vont bien s'intégrer? Ça, c'est une des bonnes questions. Et puis surtout, mais ça va être des étrangers, ils ne vont pas parler notre langue, comment on va faire, etc. Sur ce genre de dossier, moi j'ai découvert une énorme solidarité. Soit des habitants, véritablement les Tramaillons, mais pas que. On a aussi beaucoup d'habitants des communes voisines qui avaient envie de faire quelque chose. Et dans le journal, il y avait un chiffre qui m'a interpellé. À ce jour, donc on est le 15 avril, 28 000 réfugiés ukrainiens en France sont hébergés. 28 000. Et j'en parle avec ma femme, et puis elle me dit, ah ben c'est beaucoup. Et là je me retourne vers elle et je lui dis, on a 36 000 communes. C'est même pas une personne par commune. Est-ce que c'est vraiment beaucoup? La réponse pour moi est non. Il faut penser que ces personnes n'ont pas demandé à migrer, n'ont pas demandé à être déplacées. Non. Elles sont obligées de le faire. Essayons de les accompagner de notre mieux. Donc on vient de le voir, un témoignage de Michel Maya qui en tout cas a une très belle initiative pour aller chercher des réfugiés en Ukraine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur l'accueil de réfugiés sur le territoire français? Alors je ne suis pas experte dans ce domaine, plus que je travaille plus dans un service qui accueille des migrants. Par contre je sais que l'État a ficelé une organisation pour accueillir au mieux les réfugiés ukrainiens et leur permettre d'accéder rapidement à un logement, à un emploi éventuellement. Donc c'est des initiatives bénévoles qui viennent en plus en complément, de ce qui existe. Fait, ouais. Donc d'autant plus intéressant pour tous ces réfugiés qui arrivent. Et j'en profite justement pour aller chercher un des témoignages qu'on a eu en micro-trottoir du facteur qui nous dit moi j'aimerais qu'on aille chercher des réfugiés d'autres pays, qu'on s'intéresse à d'autres conflits. Alors peut-être que dans les médias on en parle forcément moins, je dirais, de ces réfugiés-là, mais vous sur le terrain concrètement vous voyez que ça vient de partout. Bien sûr, mais les migrants n'ont pas arrêté de venir depuis qu'il y a la guerre. Après, quand on est sensible à la cause, c'est vrai, des migrants et des parcours de migration difficiles, des récits de vie dramatiques, on peut se dire, oui, mais on parle que des Ukrainiens, mais on parle plus des autres. Mais bon, le conflit ukrainien, il est à nos portes, il est sur notre continent, donc il y a aussi d'autres enjeux qui nous dépassent certainement. Mais non, les migrants continuent d'arriver d'Afrique subsaharienne, des Balkans aussi. Enfin voilà, tout ne s'est pas arrêté. Et ils continuent à être pris en charge aussi, c'est juste qu'ils sont moins médiatisés. Et au sein de l'association, j'imagine qu'avec les enjeux climatiques, on va avoir une vague de migration qui va augmenter. Vous vous préparez en termes de bénévoles, du coup, ça représente un enjeu d'avoir des bénévoles supplémentaires, des mains supplémentaires pour accueillir toutes ces personnes? Alors, je ne sais pas si les enjeux climatiques ont un impact pour le moment sur nos missions, mais oui, les bénévoles sont toujours les bienvenus. Et là, en termes de nombre, justement, sur le territoire mâconnais, vous êtes à peu près combien? Parce que ça fait pas mal de bénéficiaires, j'imagine. Alors, je vais continuer à parler pour mon association, l'association Le Pont. On a environ 10 000 bénéficiaires sur l'ensemble du département de Saône-et-Loire. On a un peu plus de 300 salariés. Donc oui, ça fait du monde. Et les bénévoles, si vous voulez, viennent en soutien. Sur certains services, pas sur tous les services, notamment sur le SAMU social, l'accueil de jour. On n'a pas besoin de bénévoles pour fonctionner parce qu'on a des salariés qui sont présents sur le terrain. Mais par contre, les bénévoles apportent un plus.
Donc l'assistance, du relais Oui, du relais, parfois aussi de la logistique. Sur l'accueil de jour, on a besoin de bénévoles pour mettre en place aussi des actions collectives. Enfin voilà, ils apportent autre chose, ils ont une autre vision de la mission. Nous, on est salariés, on a une mission, on a un cadre légal qui régit aussi nos missions. Donc c'est vrai que les bénévoles sont un peu plus libres aussi. Mais bon, quand ils interviennent au sein de l'association, ils sont obligés de respecter les mêmes règles que nous, hein, mais ils apportent autre chose. D'accord. Autre chose. Et puis, le troisième sujet qu'on va présenter là maintenant, c'est un portrait d'association, donc comme vous, que vous représentez. Là, ce sera le Secours Populaire, et puis je vous laisse découvrir leur portrait. Le troisième est l'association du Secours Populaire, Immersion au quotidien. Le Secours Populaire est une association de solidarité qui lutte contre l'exclusion et la précarité. La structure existe depuis 1945 et est implantée naturellement à Mâcon. Avant la crise sanitaire liée au Covid-19, le Secours Populaire aidait environ 60 familles par mois. En 2022, l'association aide près de 158 familles par mois, soit un peu plus de 450 personnes. Cela peut se faire grâce aux 30 bénévoles. Avec mes antécédents d'enseignante, au départ, je me suis surtout occupée d'enfants, notamment des enfants du voyage, sur le terrain des gens du voyage, où je suis intervenue pendant 10 ans. Avec du soutien scolaire le mardi soir et puis des animations avec des collègues, bien sûr, pas toute seule, avec des collègues le mercredi matin pour des animations plus ludiques mais toujours éducatives. Là, ça s'est arrêté suite à l'incendie qui a eu lieu du local sur le terrain, mais je garde contact avec les enfants et je vais trouver un moyen de les intégrer sur une action du Secours Populaire qui s'appelle Copains du Monde. Alors, le Secours Populaire, déjà, c'est une association populaire de solidarité. Le grand mot, c'est la solidarité, qui lutte contre tout ce qui est exclusion, précarité et pauvreté. Ces actions de solidarité sont à la fois en France, mais on agit aussi sur l'international. Alors là, c'est plutôt d'ordre financier, c'est-à-dire que nous versons par exemple une somme pour des pays, soit s'il y a des catastrophes naturelles, soit pour des pays en guerre, comme récemment l'Ukraine. Nous avons participé financièrement au niveau local et puis au niveau, bien sûr, du département. Là, l'Ukraine, évidemment, a été notre grande action de solidarité internationale. Nous avons participé à 2 vide-greniers, où donc nous avons récolté de l'argent. Voilà, on avait mis des affiches, on a bien expliqué aux gens notre démarche. Et puis, nous avons aussi pris dans notre caisse, entre guillemets, de fonds, où effectivement nous avons versé une partie, nous avons fait un don, nous aussi, pour l'Ukraine. Nous sommes solidaires, mais voilà, on a besoin aussi de cette solidarité pour que notre comité fonctionne, mais nous aussi, nous sommes solidaires, bien sûr, c'est notre fonction. Alors, une de nos missions essentielles aussi, c'est l'aide inconditionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de critères d'accueil. Toute personne qui se présente, on va l'accueillir. Alors, ça peut être juste un accueil un peu d'urgence, c'est-à-dire que c'est une personne qui va venir, qui a besoin d'une aide. On est dans l'urgence, mais juste une aide ponctuelle. Et puis, on a donc évidemment toutes ces personnes que l'on aide dans la durée. Mais on ne refusera jamais personne. Ça, c'est impossible. Au Secours Populaire, jamais. Chaque personne repartira, si elle le souhaite, avec un petit colis d'alimentation ou autre, suivant sa demande et ce qu'on peut apporter. On évalue toujours le besoin. Mais ça peut être une urgence et ça peut être dans la durée, comme beaucoup de personnes aidées que nous avons, que nous connaissons depuis plusieurs mois. Quand les gens viennent ici, ils cherchent une aide quelque part. Ils cherchent aussi quelqu'un qui les regarde, quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui est là pour, alors je ne veux pas dire leur donner le sourire, mais au moins être là pour leur donner un petit bol d'air, quelques minutes. Alors des fois c'est pas grand-chose, mais c'est suffisant. On a reçu beaucoup de personnes qui venaient comme ça spontanément. Donc là, on ne parlait même plus d'envoi de fiches navettes d'assistante sociale. Les gens venaient, on accueillait
tout le monde à l'extérieur. Et effectivement, on a eu des jeunes qui avaient perdu leur emploi, qui donc ne pouvaient plus travailler. On en a même eu qui sont retournés vivre chez leurs parents. Donc c'est en ça aussi que la crise a impacté beaucoup de personnes. Des retraités qui ne s'en sortaient plus avec leur petite retraite. Et puis des personnes, des migrants aussi. On a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger. On reçoit quand même pas mal de personnes qui sont des demandeurs d'asile. Ici sur Mâcon, on a des Afghans, des Syriens, des Érythréens, du Ghana, des Comores, de Mayotte, des Albanais, des Géorgiens. Vraiment, c'est très cosmopolite. Hein. Et certaines personnes arrivent de pays qui sont quand même dits sûrs, même s'ils demandent d'asile, hein, mais ils ont quand même de grands risques d'être déboutés de leur demande. Parce qu'ils sont dans un pays qui est sûr. Bon, mais il n'empêche que nous, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre rôle, nous on est là pour les aider, en priorité donc je dis pour le colis alimentaire, ce qu'on appelle le colis alimentaire, voilà, ça c'est important. J'en profite pour parler de la guerre et de ses conséquences, mais aussi sur le territoire mâconnais. Je vous invite justement à vous rendre sur le site internet reportagelambda.com pour des compléments d'information sur le travail de Maxime Descombins qui manie du coup l'art syriel au travers de différentes images. On vous montrera tout ça. Et puis bien sûr les portraits en version longue des structures que nous avons interviewées et puis de notre réfugié afghan. Je remercie du coup donc Maïva da Silva au montage, Robin Lambret pour les illustrations, Philippe Mondange pour la rédaction et puis Amandine Bouilleux pour la voix off. Merci beaucoup Nora Mouche d'avoir été notre invitée et puis je vous souhaite en tout cas bonne continuation. Merci.